L'autre chose qui t'aide beaucoup sur le terrain, c'est la verbalisation. Comment tu es capable de verbaliser un problème? Parce que souvent, on a la connotation comme inspecteur de dire que on va dramatiser un problème. C'est ça notre rôle, c'est de soulever les problèmes. Oui, il y a l'horaire flexible, il y a le fait que tu sois autonome, il y a le salaire qui vient avec. Puis, tu sais, je mets moins l'emphase sur le salaire parce que les gens pensent que parce que tu es inspecteur, tout de suite, tu fais du cash. La réalité, c'est qu'il y a un processus à suivre. Pour que ça commence à être payant, il faut que tu sois capable de créer une clientèle. Pendant Covid, par exemple, combien de transactions se sont faites sans inspection? Aujourd'hui, on entend des histoires d'horreur là. Vraiment, moi, j'ai des retours d'appels. Parce que, bon, ben écoute, moi, j'avais acheté, puis on m'avait vendu avec garantie légale. Donc, mais la réalité, c'est que même si tu as acheté avec une garantie légale, si tu n'as pas d'inspection, c'est comme si tu n'as pas fait ton due diligence. Alright, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Finance avec Sirou. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Jean-Philippe Hippolyte, inspecteur en bâtiment depuis 2007. Il est pas jeune en passant, mais il a l'air jeune. Il a l'air jeune. Il a l'air super jeune. Et on vient de me dire que j'ai l'air plus vieux que JP. Donc, merci d'être là, Jean-Philippe. C'est très gentil de ta part d'être venu. C'est la première fois que j'ai reçu un inspecteur en bâtiment. Donc, t'es les chanceux, là. Ben oui, mais merci à toi de m'accueillir, premièrement. Merci. Écoute, je te regarde aller sur les médias sociaux. Je dis, écoute, ça va être un gros challenge. Être sur un siège parce qu'il y a plein de monde qui sont venus. J'ai vu du monde qu'on dit lourd, dans le fond. Oui, effectivement. Mais j'aime bien. J'aime bien que tu vois de cette façon. Pourtant, je le vois comme si je viens de commencer. Donc, j'ai toujours été comme ça. Hein? L'humilité. Oui, on n'a pas le choix. Sinon, on perd la tête. Ouais. Alors, et c'est bien que ça fait quand même 6 ans que je suis dans l'industrie. Et personne ne m'a appelé pour m'approcher, pour faire un pod en tant qu'inspecteur. Des fois, c'est drôle, hein? On pense que parce qu'on fait des vidéos, parce qu'on est populaire, disons, les gens pensent qu'on est inaccessible et que sûrement, il va probablement dire non. Mais tu m'as juste donné un coup de fil, tu m'as dit, c'est jeune, j'aimerais ça y passer, j'ai quelque chose à redonner, j'aimerais partager avec monsieur, madame, tout le monde. J'ai dit, let's go. Let's go. Puis j'ai fait un peu de recherche sur toi. On a déjà travaillé ensemble. Donc, that's enough. Donc, des fois, you never take... c'est quoi le saying en anglais, là? C'est you never get the shots you don't take. Exact. En français, demandez, vous recevrez. Exact. That's it. That's it. Merci d'être là. L'objectif, c'est d'apprendre le monde de l'inspection. Même l'autre fois, quand je t'ai appelé, j'ai dit, hey man, combien tu fais par inspection? Parce qu'on est dans le domaine et on ne comprend pas votre monde. Puis c'est drôle, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ce monde. C'est quoi le processus pour devenir inspecteur? Pour ceux qui sont intéressés, c'est un super bel domaine. Il y a de l'argent, il y a des belles connexions que tu fais. Tu travailles avec beaucoup de courtiers, donc il faut avoir ce côté entrepreneurial pour pouvoir réussir dans ce monde. Il y a aussi le côté technicalité. Donc, on va en parler de tout pour apprendre ton domaine un peu. Donc, Jean-Philippe, dis-moi qui est Jean-Philippe Hippolyte. Bon. Donc, comme je te disais tantôt, merci beaucoup pour de l'accueil aussi. Parce que c'est vrai que c'est un peu un challenge que je me donnais là pour vous dire, bon, écoute, j'aimerais ça peut-être parler de l'inspection parce que pour de vrai, c'est plein... Les gens me posent toutes sortes de questions puis pensent que on est dans un monde à part, mais donc le domaine de l'inspection, là, c'est un domaine qui est très accessible. Pour commencer, moi, je suis Jean-Philippe, donc je ne sais même pas comment c'est arrivé au niveau de l'inspection. C'est juste que je sais qu'après le secondaire, c'est pas que je me cherchais, mais je me disais, dans le bâtiment, qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je pourrais faire? Parce qu'il y a plusieurs domaines au niveau du bâtiment. Tu peux être directement sur le terrain, tu peux faire de la conception et tout. Moi, je savais que je voulais être plus sur le terrain que faire de la conception. Fait que après secondaire, j'ai été étudiant en mécanique du bâtiment, qui est vraiment un mélange un peu
des deux. Donc, autant sur le terrain, autant de la conception. Et à partir de la mécanique du bâtiment, je me suis orienté vers l'inspection de bâtiment. Fait que c'est un peu comme ça que mon cheminement a commencé au niveau de l'inspection. Puis, j'ai été chercher l'expérience sur le terrain parce que je suis devenu monteur de charpente, j'ai travaillé dans la rénovation. J'ai été chercher cette expérience-là pour devenir inspecteur en bâtiment. Suite à ça, quand je suis revenu ici, j'étais travaillé à Calgary, j'ai oublié de le dire là. Dans le fond, j'ai été chercher mon expérience en Alberta, à Calgary. Quand je suis revenu ici, je sentais que le domaine était... il manquait quelque chose. Il manquait un certain dynamisme dans le domaine. C'est un domaine que on dirait que c'était juste des personnes d'un certain âge qui le faisaient, puis c'était archaïque. Ça m'intéressait de plus en plus parce que je voyais un potentiel d'évolution dans un domaine que personne connaissait réellement ou qui n'avait pas vraiment qui n'était pas populaire, mettons, on peut dire ça comme ça. Ah ouais, en 2007, tu trouvais que c'était pas populaire? Non. Dans quel sens? Pourtant, tout le monde a bonne inspection, non? Ouais, mais on dirait que c'est une étape que les gens ne savaient pas trop à quoi ça servait, puis est-ce qu'il faut vraiment le faire, surtout quand on rentre dans l'émotion. Je l'aime la maison, je l'ai vue, ça a l'air bien, donc est-ce que vraiment j'ai besoin de me faire dire qu'est-ce qui ne va pas et tout? Puis on dirait que c'est quelque chose qui n'était pas mis de l'avant beaucoup avec le temps. Puis je dirais c'est plus avec l'Internet, là on a commencé à en parler un peu plus. Les gens achetaient des maisons, commençaient à trouver des problèmes, puis ils disaient, mais tu aurais dû appeler un inspecteur en bâtiment. Ils disaient, quoi? Fait que, tu vois que c'est quelque chose qui n'était pas connu, puis avec le temps, puis je pense qu'aussi, on en a beaucoup parlé à travers JE, ces genres d'émissions-là. Fait que ça commençait à être plus connu avec le temps. Fait que je trouvais que c'était quelque chose qui était archaïque, qui n'était pas mis de l'avant beaucoup. Fait que je voyais un bon potentiel là Qu'est-ce que tu aimes d'être un inspecteur en bâtiment? C'est quoi les bonnes choses qu'on peut vivre d'être un inspecteur en bâtiment? Moi, je dis c'est toujours ce que tu partages aux gens. Faire comprendre quelque chose qui a l'air complexe à tout le monde, arriver à le faire comprendre puis de le simplifier. Agir comme un professeur, en fait. Exact. Ouais. Exact. C'est la dame qui achète une maison, puis j'ai rien avec les infirmières ou quoi que ce soit, mais je me dis quelqu'un qui ne sait pas du tout leur domaine, qui ne sont pas nés avec un marteau dans les mains ou quoi que ce soit. Je prends l'exemple de l'infirmière qui, elle connaît juste le domaine de la santé. Fait quand elle arrive dans un moment où est-ce qu'elle doit acheter un bâtiment, mais c'est de l'inconnu. Là. Mais ce que je trouve intéressant, c'est d'être capable d'amener la technicalité du bâtiment à un niveau tellement simple que l'infirmière va comprendre son bâtiment. Puis ça, je trouve que c'est pas donné à tout le monde. Puis c'est gratifiant. Absolument. C'est gratifiant. Tu vois que la personne te dit, bon, ben là, maintenant, je connais mon bâtiment. Je suis prêt à rentrer dans mon bâtiment. Puis on dirait que je l'aime encore plus avec l'explication que tu m'as donnée. Est-ce que les acheteurs qui payent une inspection veulent vraiment toujours savoir tous les problèmes? Parce qu'il y en a qui tombent en amour et ils prennent cette inspection pas juste parce qu'ils se sont fait dire. Mais est-ce qu'ils veulent toujours savoir ou c'est quoi ta perception? C'est quoi qu'est-ce que tu vois souvent dans le marché? L'achat, le processus d'achat est émotionnel. Ouais. Fait que c'est jamais le fun avoir des mauvaises nouvelles. Ouais. C'est jamais le fun de te faire dire que la maison que tu aimes, finalement, ça se peut que ce soit un citron. Là, oui, j'ai déjà entendu des clients me dire, malheureusement, là, écoute, je ne l'ai pas fait inspecter parce que je savais que je l'aimais quand même. Là, puis, peu importe ce qu'on m'aurait dit, je l'aurais pris quand même. Ouais. Okay. Peu importe ce que tu m'aurais dit, je l'aurais pris quand même. Et les fois que ça arrive, ben, tu as souvent des rappels de ben, maintenant que je suis dans la maison, maintenant que la bulle est pétée, là, la bulle, le coup de foudre, la poussière est retombée un peu, ben, là, il y a des surprises. C'est là que l'émotion commence à prendre le bord un peu, puis que là, on commence à être dans un reality check. C'est rare, mais ça arrive. Et côté courtier, vendeur, faire une inspection, c'est quoi les histoires d'horreur que tu as vécues? Genre, est-ce qu'il y a du monde qui ont été en tabarnak contre toi parce que tu as dévoilé tous les problèmes? Ou tu as une histoire comme ça à nous partager aujourd'hui? Oui. Écoute,
encore là, c'est très émotionnel. Dans la transaction en tant que telle, tu deals avec de l'émotion à 100%. Autant du côté des vendeurs, autant du côté des acheteurs. Tu as toujours l'acheteur qui va qui est en amour, que c'est sa fierté, sa maison. Là. C'est comme, il a travaillé fort pour avoir sa maison, il a mis de l'amour dans sa maison et tout. Fait que là, quand tu lui dis que, écoute, je prends n'importe quoi comme problème, tu as de la vermiculite dans l'entretoit, par exemple. La plupart du monde qui ont de la vermiculite, soit le savent pas ou bien ça ne les dérange pas plus que ça, mais ils prennent soin de leur maison. Mais leur faire dire que tu as une problématique dans la maison puis qu'il y a des corrections qu'il faut apporter, il y a du monde qui peuvent le prendre. C'est comme si tu touchais leur ego. Ils habitent dans une maison depuis X temps, ils ont mis beaucoup d'amour, puis là, tu es en train de leur dire que tout ce qu'ils ont fait là pendant 18, 20 ans, 25 ans, ben, c'est problématique aujourd'hui. Fait que ça vient chercher leur ego. Fait que oui, ça arrive des fois. Moi, j'ai eu pas mes clients, mais c'est des vendeurs qui m'ont littéralement dit « Je veux que tu sortes de chez moi. » Ah oui, hein? Ouais, je veux que tu sortes de chez moi. Ce que tu dis là, moi, ça ne m'a jamais dérangé dans ma maison. C'est pas lui qui paye, anyway. Non, c'est pas lui qui paye. Est-ce qu'il a le droit de dire... Du tout. Non. Du tout, mais non. Parce il y a une préparation. Quand tu ne sais pas à quoi t'attendre aussi dans l'inspection, puis c'est un peu ça que je veux démystifier un peu. Quand tu ne sais pas à quoi t'attendre dans un processus, des fois, tu ne sais pas non plus comment réagir pendant le processus. Puis c'est un peu ça l'inspection. C'est que souvent, quand tu n'es pas au courant de comment ça va se passer, puis que tu entends plein d'affaires, tu te dis, bon, ben, es-tu en train de m'attaquer? C'est-tu personnel? C'est-tu sais? C'est un peu ça un vendeur. Quand il ne sait pas à quoi s'attendre pendant l'inspection, ben, il ne sait pas comment réagir. Est-ce que ça peut arriver que deux inspecteurs différents font deux rapports différents, puis que les deux sont complètement sous le champ, là? C'est qu'il y a un qui donne un rapport complètement différent de l'autre. Est-ce que ça arrive? En termes de diagnostic, tu parles là. Diagnostic, exactement. Non, mais c'est rare. Un bâtiment reste un bâtiment. Je veux dire, si le moindrement que l'inspecteur, les deux inspecteurs ont une certaine expérience, les problèmes qui sont supposés être soulevés vont être très similaires. Okay? Donc dire que un inspecteur a inspecté la maison puis que c'est complètement différent de l'autre, c'est comme s'il avait inspecté deux bâtiments différents. Donc, quelqu'un qui est vraiment fâché contre ton rapport d'inspection, il dit « Ah, non, moi, je ne suis pas d'accord. Je vais avoir un autre inspecteur. Je suis prêt à le payer pour mon acheteur. Ouais. » Ça sert pas à grand-chose. Mais comme je dis, ça dépend de l'expérience de l'autre inspecteur aussi. Mais le moindrement que vous avez une bonne expérience, mais vous allez ressortir les mêmes choses dans l'inspection. Tant que le bâtiment n'a pas changé, tant qu'on n'a pas fait de rénovation, il n'y a pas eu de changement, tu es supposé avoir la même affaire ou pratiquement les mêmes affaires. Puis, tu sais, il faut comprendre aussi, dans l'inspection, tu vas avoir du monde qui va avoir différents backgrounds. C'est dans le sens que tu peux avoir un inspecteur que lui, c'est un ancien ingénieur ou c'est un ingénieur en électricité, c'est un ingénieur en structure qui va faire de l'inspection de bâtiment. Tu en as d'autres aussi que c'est des gars qui ont fait la charpente. Fait que l'expérience va être différente, le background va être différent. Tu vas voir, il va peut-être développer des points forts sur certains points. Mettons la structure, quelqu'un qui est très, très, très habile avec la structure, ben, tu vas le voir, il va être beaucoup plus précis, il va détailler beaucoup plus la structure que celui que sa force est l'électricité, par exemple. Il va être un peu plus précis au niveau de l'électricité. Mais si tu prends deux inspecteurs qui ont été à la même école, qui ont pratiquement le même type d'expérience, les mêmes problèmes vont ressortir de la même façon. Comment un acheteur doit se préparer pour commander un rapport d'inspection? OK. C'est toujours l'inspection arrive toujours suite à l'offre d'achat acceptée. Une fois que l'offre d'achat est acceptée, là, l'acheteur, lui, doit communiquer avec l'inspecteur pour céduler, pour regarder c'est quoi les disponibilités. Généralement, il va avoir à peu près 7 à 10 jours là, de délai. Puis des fois un peu moins, des fois un peu plus, dépendamment des cas, mais c'est toujours un 7 à 10 jours. Une fois qu'on a cédulé, l'acheteur, lui, doit quand même prendre connaissance de la déclaration du vendeur, savoir exactement qu'est-ce que le vendeur a fait, il doit le faire parvenir aussi à l'inspecteur. Et ça arrive qu'ils n'ont aucune idée du document de divulgation du vendeur? Ça arrive. Ça arrive, hein? Ça arrive.
moi, je le demande tout le temps. C'est les courtiers qui sont je le demande toujours au client, mais ouais, c'est le courtier qui le transfère au client, qui doit le donner au client pour que tout le monde en prenne connaissance. Fait qu'il doit prendre connaissance de la déclaration du vendeur. Puis encore là, je dis, c'est la procédure, mais des fois, la déclaration du vendeur est vide. Il n'y a rien d'écrit là-dedans. Ou l'information n'est peut-être pas exacte non plus. Après ça, on va sur place. Le client en tant que tel n'a pas grand-chose à faire en termes de préparation, je parle physique, à part être là, puis voir les mêmes choses que l'inspecteur, puis être attentif à son bâtiment. Parce que c'est comme si, avant de passer chez le notaire, c'est comme là, le dernière étape, là où est-ce qu'il va vraiment voir son bâtiment. S'il va, j'aime ça faire la comparaison entre une date. Quand tu fais une date pour la première fois, tu rencontres quelqu'un et puis t'as le coup de foudre. Tu le vois pour la première fois et tout. Mais après ça, tu veux le revoir encore pour peut-être voir, poser des questions pour savoir c'est quoi ta couleur préférée, est-ce que tu aimes ci, est-ce que tu aimes ça. Mais c'est un peu ça l'inspection. Tu retournes dans le bâtiment pour être capable de voir en profondeur tout ce que tu n'as pas vu pendant une visite. Mettons un peu d'épices dans le podcast. Dis-moi, est-ce que en fait, ça t'est arrivé plusieurs fois, j'imagine, de faire des rapports d'inspection qui font tomber le financement, right? Oui. Oui. Puis, j'aime pas dire que parce que le but, c'est pas de faire passer ou de faire tomber le financement. Ouais. C'est pas ça l'inspection. Mais oui, ça arrive. Ouais. Tu rentres dans le processus d'inspection et puis on voit des choses qu'on ne peut pas voir en visite. Où la personne, finalement, réalise que son budget n'est peut-être pas adéquat là, pour ce type de bâtiment-là. Fait que ça emmène à faire tomber le financement. Un peu, encore là, comme dans le même, la date. Ouais, tu peux voir quelqu'un, tu es en amour avec, puis c'est... Tomber le financement ou tomber la transaction, c'est parce que l'acheteur est plus intéressé. C'est la raison pourquoi, à la base, on commande une inspection, c'est pour prévenir les catastrophes, tu vois. Mais la raison pourquoi je te pose la question, c'est parce que moi, je vois tout le temps dans les rapports d'inspection où on voit des gros problèmes qui font alerter les banques. Mm-hmm. Les banques décident de se retirer de la transaction. Moi, je dois vivre cette expérience avec les clients, avec les courtiers et tout. Toi, de ton côté, étant donné que tu es là comme la cause, on peut se dire, de cette expérience, comment que les gens réagissent? Est-ce qu'ils sont contents? Les acheteurs, est-ce qu'ils sont contents? Les courtiers vendeurs, comment ils réagissent? Et comment que tu gères tout ça? Parce que ça doit être lourd en termes de stress. Ouais. Ça doit être difficile pour quelqu'un qui ne sait pas contrôler ses émotions. Oui. Encore là, comme je disais, tu vois, l'inspection, tu deals avec de l'émotion à 100% tout le temps. Ouais. Fait que oui, ça arrive. Ça arrive que même à l'inspection même, là, pendant le processus, pendant qu'on fait l'inspection, le client va voir des choses en même temps que moi. Fait que je lui montre. Il y a ça comme problématique, il va avoir ça comme correction. Puis lui, souvent, le client va déjà voir dans sa tête, c'est des dépenses à laquelle je ne suis pas prêt ou bien c'est pas ce que j'espérais comme type de bâtiment, comme premier achat et tout. Maintenant, c'est sûr que le suivi, une fois que la transaction n'a pas été de l'avant, je suis moins là. Dans le sens que des fois, je ne suis même pas au courant, sauf quand le client rappelle encore pour une autre inspection. Okay. Mais la majorité du temps, le client est content. Parce que je te donne un exemple. Mettons, tu n'as pas fait d'inspection, puis tu te rends compte finalement, tu as des problématiques de 30 000. C'était pas prévu dans ton budget. Mais là, tu n'as pas fait d'inspection, tu rentres dans la transaction. Tu es content d'avoir à débourser 30 000 pour une maison que tu pensais qui était une maison de rêve? Mm-hmm. C'est un peu ça l'inspection. C'est très facile pour les inspecteurs de montrer la valeur derrière votre travail. Donc, c'est très facile de vendre vos services aussi en termes de monétaire, selon moi. Parce que tu vois, pour $1 000 d'inspection, 500 000 dépendamment du type de l'immeuble, en moyenne, présentement, ça coûte combien pour un condo, maison unifamiliale, en moyenne, aujourd'hui, en 2023? Tu vas trouver des prix. Pour un condo, tu vas trouver des prix qui varient entre 400, 550, dépendamment des condos.
Unifamilial, si tu vas trouver des prix qui varient entre 600 et 900 $ dépendamment du type de bâtiment. Duplex. Puis là, quand tu rentres dans les duplex, tu es dans les 800, puis j'ai déjà entendu des prix qui allaient jusqu'à 1004. OK. Puis triplex? Triplex en montant encore. 1004 t'es- plus. Ouais, Donc, plus plus tu de augmentes en termes de volume de bâtiment ou de type de bâtiment. Puis il y a aussi, souvent on va considérer le type de bâtiment. Donc un bâtiment 1845 par exemple, puis un bâtiment 2017, ben, la tension est différente. Est-ce qu'il y a une cave de service? Est-ce qu'il y a une grande superficie? Est-ce qu'on a un garage double? Il y a plein de choses qu'on considère qui font en sorte qu'un inspecteur va mettre son prix Hmm. en inspection. Donc, pour moi, étant un vendeur qui aime la vente, Mhm. j'aime ça être dans dans des industries où je sais que ce que je vends, le service, le produit que je vends, à des milliers de dollars. Et plus ça coûte cher, plus c'est profitable pour nous. Mais même si c'est cher comme produit, si on est capable d'amener énormément de valeur en termes monétaires ou autres, c'est sûr que c'est gratifiant, c'est facile à vendre. Est-ce que tu trouves que tes services sont faciles à vendre? Parce que moi, clairement, je dépense 1000$ pour te sauver 30 000, 40 000. Même si tu te retires la transaction, thank God, je me suis retiré. Ça m'a coûté seulement 1 000 $ lorsque ça m'aurait pu coûter 30 000. Ou l'inverse, thank God, merci. Là, je vais négocier de 20 000, 25 000 avec mon investissement de 1 000 $. Mais est-ce que les gens, moi, j'ai le côté entrepreneur. Donc, toi, anytime, tu me dis ça coûte 2000$, je vais le prendre, dépendamment de l'immeuble, right? Mais il y a du monde, qu'est-ce que ça les freine? Écoute, il y a du monde qui voit ça comme une dépense point. Ah oui? Ouais. C'est pas nécessairement. Ça devrait être ça la logique ou le réflexe à avoir, dans le sens que si je le fais pas, ben, je peux m'exposer à des dépenses plus élevées. Ça devrait être ça. Mais il y a du monde qui voit que c'est une dépense point. Puis, aucune valeur ajoutée. Ils voient ça. ouais, littéralement. Ils sont mais juste pas contents de faire cette inspection. c'est toujours. Parce que dans le fond, l'argent sort tout de suite. Tu ne le vois pas nécessairement que tu t'évites une dépense parce que tu as des choses que tu n'avais pas vues. Puis c'est dur. C'est dur vendre ça quand tu es dans l'émotion. Tu comprends? Quand tu aimes une maison puis que tu es dans un moment d'émotion, tu vois que tu vas faire des dépenses. Tu ne vois pas nécessairement que tu t'exposes à des problématiques, des choses que tu n'as peut-être pas pris connaissance. Pendant COVID, par exemple, combien de transactions se sont faites sans inspection? Aujourd'hui, on entend des histoires d'horreur. Vraiment, moi, j'ai des retours d'appels où est-ce que tu entends les gens qui disent, bon, ben écoute, moi, j'avais acheté, puis on m'avait vendu avec garantie légale. Donc, mais la réalité, c'est que même si tu as acheté avec une garantie légale, si tu n'as pas d'inspection, c'est comme si tu n'as pas fait ton due diligence. Maintenant, quand tu es dans le problème, tu vois c'est quoi la valeur ajoutée. Tu vois que là, tu t'es exposé à plusieurs milliers de dollars. Pour ceux qui sont nouveaux dans l'immobilier, qui veulent comprendre un peu c'est quoi la garantie légale, c'est quoi la différence vente avec une garantie légale? OK. La vente à garantie légale, ça veut dire que le propriétaire qui met en vente sa maison se porte garant, dans le fond, de l'état de son bâtiment, puis des composants, des travaux. Donc, c'est comme s'il est assez confiant que son bâtiment et tout ce qu'il peut comporter, il se porte garant de ça. Par exemple, si l'acheteur, après avoir acheté, il trouve des problèmes. Exact. Qui représentent 5 000 $. Donc, le vendeur est censé payer ces 5 000 $? Ben, souvent, si l'acheteur est capable de démontrer que c'est vraiment sa négligence ou c'est réellement de sa faute, oui. Dans le fond, c'est toujours... C'est comme si tu sors le frigo de la cuisine puis tu vois un gros trou. Je n'ai jamais vu lors de l'achat, mais ça, c'est clairement l'acheter de cette façon, right? Exact. L'exemple qu'on trouve souvent, c'est des rénovations qui ont été faites par le vendeur. Des rénovations d'une salle de bain et tout. Puis finalement, on sait que le mur a été strippé au complet, on a fait la tuyauterie et tout, mais que ça a été mal vissé puis que ça commence à couler dans les murs. L'inspecteur ne pourra jamais le voir anyways parce que c'est dans les murs, c'est fermé et tout. Mais s'il y a une vente avec garantie légale, puis finalement, ce dommage-là crée préjudice au nouveau propriétaire, à ce moment-là, il remonte.
au vendeur, puis c'est lui qui est responsable. Pour combien de temps exactement? On dit que, puis encore là, je ne suis pas avocat, fait que c'est vraiment du droit légal. Généralement, c'est dès que tu découvres le vice, que ce soit un vice caché ou un vice apparent, dès que tu découvres le vice, tu as 3 ans pour le déclarer. Okay. Donc, pour faire connaître, pour faire savoir au vendeur que j'ai découvert tel vice, puis moi, j'ai des raisons de croire que tu étais au courant de ce vice-là. Faut qu'il vienne le voir, mais tu as 3 ans pour le déclarer. Est-ce qu'on peut quand même commander une inspection avec la garantie légale? Oui. Ouais. Oui. Ouais, parce que, dans le fond, l'inspection n'est pas conditionnelle à une garantie légale ou sans garantie. Donc, c'est pas un prérequis. Là, quoi. L'inspection n'a rien à voir. Donc, tu ne fais pas une inspection parce que c'est vendu sans garantie légale ou si c'est vendu avec garantie. Là. Donc, peu importe dans les deux cas. C'est quoi un des l'histoire qui t'a marqué le plus où tu as vraiment, on a parlé des affaires qui ont peut-être coûté un peu, pas goûté, mais plutôt, il y a des monde qui étaient en crise contre toi. C'était une de mes premières questions, mais maintenant parlons des bonnes choses. C'est quoi l'histoire qui a été une des histoires les plus marquantes dans ta vie lorsque tu as inspecté et puis tu as vu une différence dans la vie de ces gens-là? Écoute, il y en a plusieurs des belles histoires dans le sens que la personne est tombée en amour. Et puis, moi, ce que j'aime voir, qui, moi, je me sens satisfait, c'est quand un client a eu un de mes services en inspection, était satisfait, et le reste de sa famille passe. Puis il me réfère à tout le reste. Il y a des clients là que je connais le frère, je connais la sœur, je connais la tante, je connais l'ami de sa tante. Tu sais, il y a des clients j'ai des clients qu'avec une inspection que j'ai fait pour eux, j'ai inspecté leur investissement, j'ai inspecté pour toute la famille, puis ils ne jurent que par moi. C'est beau. Je veux dire, je pourrais te donner plein d'exemples de la personne qui rentre dans une maison, puis que c'est pas nécessairement qu'on a trouvé des problèmes, c'est juste que je suis venu confirmer son coup de cœur. C'est comme là, on a fait l'inspection, on a vu tout ce qu'il y avait à voir, et puis elle a fait, ouais, là, je suis satisfait. Ça m'a fait penser à la question suivante. Qu'est-ce que ça prend pour être un bon inspecteur pour que tu dis, ça, c'était un bon service? Pour monsieur, madame, tout le monde qui a déjà pris une inspection, puis là, ils sont comme, j'aurais voulu être ici avec Jean-Philippe, mais qu'est-ce que ça prend, selon toi, pour donner un bon service en tant qu'inspecteur sur les lieux, après les lieux? Ça, c'est immanquable, l'aspect technique. Tu sais, je veux dire, tu t'en sors pas. Il faut que tu connaisses ton bâtiment. Il faut que tu sois à l'aise avec le bâtiment que tu vas inspecter. Les caractéristiques d'un inspecteur, il faut que tu sois curieux. Il faut que tu sois curieux. Il faut que tu sois passionné. Faut que tu sois passionné, mais curieux dans le sens que la petite subtilité qui semble banale, il faut que tu sois capable d'aller le chercher, d'aller le fouiller, d'aller voir, te questionner personnellement. C'est quoi que ça peut cacher? Tu ne peux pas être un nonchalant, pas quelqu'un qui s'en fiche un peu. Qui tourne les coins ronds. Là. Ouais, il est comme, pas encore. Non, il faut vraiment être passionné, comme tu dois être curieux, en fait, comme tu l'as dit. Ouais. Puis ça doit se faire naturellement. C'est pas quelque chose que tu développes. Il faut que tu sois curieux. Puis l'autre chose qui t'aide beaucoup sur le terrain, c'est la verbalisation. Comment tu es capable de verbaliser un problème? Parce que souvent, on a la connotation comme inspecteur de dire que on va dramatiser un problème. C'est ça notre rôle, c'est de soulever les problèmes. Maintenant, comment expliquer un problème puis amener une solution avec? Donc, verbaliser un problème pour que tout le monde comprenne que dans ce problème-là, il y a une solution. Puis c'est avec ça que tu dois dealer. C'est avec la solution que tu dois savoir est-ce que tu es confortable avec la solution ou pas. Parce que le problème... J'ai rarement été dans une inspection, dans une maison où est-ce qu'il y avait un problème puis qu'il n'y avait pas de solution avec ça. Fait que maintenant, le client doit savoir, est-ce que tu es confortable avec la solution? C'est que si tu es capable d'expliquer le problème puis d'amener une solution, tout se passe bien. Tout se passe bien. Puis que la transaction conclue ou pas, ça va bien se passer. Là. Par la suite, qu'est-ce que c'est que... là, tu as parlé de la vulgarisation. Puis d'être curieux. Mm-hmm. Côté rapport.
encore là, c'est sûr qu'on a un rapport plus formel à écrire, mais encore là, il faut que ce soit clair. Il faut que la personne voit dans son rapport qu'est-ce qui a été dit dans l'inspection. Ouais. Il faut que tu sois capable de tout ce qui a été vu et dit dans l'inspection, il faut que tu sois capable de le transmettre de manière formelle dans un rapport. Fait que, il y a des rapports où est-ce que j'ai vu des checklists. C'est littéralement, t'as genre, tout le rapport, c'est des checkmarks. C'est des petits carrés avec un mot, puis tu mets des checkmarks. Bon, pas bon. Fait qu'il n'y a aucune explication, il n'y a pas de photo, quoi que ce soit. Donc, moi, comme inspecteur, je lis ce rapport-là, je me perds. Fait qu'imagine le client qui, lui, c'est pas habitué. C'est combien de pages un rapport? Dépendamment du bâtiment, ça peut varier entre une cinquantaine, ça peut aller jusqu'à 150 pages. Combien de temps ça prend pour faire un rapport? C'est encore là. Ça dépend encore le type de bâtiment puis les types de problèmes qu'on va trouver. En moyenne, moi, tu vois, je peux passer 2 heures jusqu'à 4 heures dans un rapport. 2 heures, tu sais combien de temps ça me prendrait? Hein? Moi, faire un rapport, mettons que j'étais un inspecteur. Ouais. Moi, 10-15 heures. 15 heures? 10-15 heures. Je ne suis pas bon à la documentation. Je procrastine, je suis comme... Ah, ouais. Syndrome du feuille blanche. Évidemment, vous avez des systèmes qui vulgarisent un peu pour vous, que vous mettez un petit mot-clé, j'imagine, avec les systèmes aujourd'hui. Puis ça formule pour vous, j'imagine, right? Donc, mais moi, tu vois, dans l'inspection, la partie que j'aime le moins, c'est la rédaction. Je suis un gars de terrain. Okay. Je suis un gars de terrain, j'adore être sur le terrain. Je pourrais passer ma vie sur le terrain. Ouais. Par contre, dès que je rentre, je me mets assis sur un bureau devant un ordinateur. Ouais. Mais est-ce que tu as des stratégies? Tu as une équipe pour ça? Ouais, ben, moi, je rédige mes rapports. La plupart des inspections que je fais, je rédige mes rapports. Si tu n'aimes pas ça, pourquoi tu continues à le faire? Ben, c'est le processus. Tu ne peux pas faire d'inspection sans rapport. Est-ce que tu peux déléguer cette partie-là? Et en passant, les gars, c'est juste un croissant par personne. Hein? Jean-Philippe, c'est le seul invité, je dois préciser, c'est le seul invité qui nous amène la bouffe, la nourriture pour le podcast. Ouais. Très tôt le matin, il nous a amené une boîte de croissants et chocolatine. Moi, je ne mange pas jusqu'à midi, mais les gars, faut garder pour moi. Hein? Non, mais comme je disais tantôt... Je taquine, hein? Je taquine, faut pas en vouloir. Faut que la vidéo soit bon. Quand tu es invité, là, on ne vient jamais inviter les mains vides. Non, ça, je suis pas invité. Ça serait bon, ça. Tu t'amènes. Ouais. Tu donnes des bonbons. Ouais, mais ça pourrait paraître comme tu t'amènes des pots de vin et tout. Moi, je veux pas. Non, ok, ouais, ça make sense. Ouais. Et ça, c'est une belle. M'a tout de suite. Amener sur une autre question. Ouais. Non, je veux dire, ça a été tout de suite marquant pour les gars d'amener quelque chose. Pourtant, je pense tout le temps, mais j'ai jamais le temps de le faire. Ah ouais? Je ne trouve jamais le temps de le faire parce qu'il faut que tu penses, il faut que tu vas le faire. C'est toute l'action derrière qui est aussi puissant que le fait d'avoir la nourriture. Ouais. Ça fait plaisir, ça veut dire que je vous ai marqué. Yes. Ça fait plaisir. Il filme tellement que tu les as. Anyway, pour revenir, qu'est-ce qu'on disait? On disait... que ça prend... Le rapport, ok, ouais. Le rapport, tu le fais toi-même. Exact. Maintenant, parlons de... On a parlé un peu comme c'est quoi la préparation, comment être un bon inspecteur, mais pour celui ou celle qui s'intéresse à devenir inspecteur en bâtiment. J'aime ça parler de l'entrepreneuriat. Veux pas, c'est quelque chose qui me passionne. J'ai l'impression que ça serait pas pour moi être un inspecteur car je suis pas quelqu'un qui est manuel. Si tu me demandes de mettre un cadre dans le mur, c'est probablement prendre 4 heures pour pouvoir le faire. Mais je vois que c'est gratifiant comme boulot. Peux-tu m'expliquer un peu c'est quoi le processus pour devenir inspecteur? Est-ce que c'est facile d'entrer? Et c'est quoi le revenu potentiel qu'on peut toucher en tant qu'inspecteur en bâtiment? Écoute, tu dis ça, mais en même temps, je te dirais le domaine est accessible à tout le monde. Tout le monde? Ça prend-tu un secondaire pour faire? Oui, mais je veux dire, une fois que tu as fait le processus, oui, ça prend un secondaire, ça prend un AEC, ça prend un diplôme, c'est une attestation d'études collégiales. Combien de temps ça prend? C'est à peu près 1 an. Un an? Si tu peux le prendre au public ou au privé,
Au privé, c'est à peu près 8 mois. Puis, si je ne me trompe pas, au public, c'est à peu près 1 an et demi. C'est toute réserve. En parenthèse, Jean-Philippe, il faut que je mette ça en parenthèse. C'est tellement facile au Québec de réussir. Honnêtement, assurez-vous d'avoir votre secondaire 5 puis pas foirer votre... Puis même là encore. Ouais, même là encore, secondaire 5, là, moi, je dis que c'est un filtre. Tu sais, le secondaire, dans le sens que il y a des jobs qui peuvent être super bien payés. Puis si tu dis sans secondaire 5, tu auras tellement de monde qu'il n'y aura plus personne à l'école. Moi, je pense que quand on parle de secondaire 5, c'est comme un filtre, juste pour voir qui est sérieux, qui n'est pas sérieux. Exact. Garder les élèves à l'école. Je ne dis pas de ne pas aller à l'école. Non, mais c'est important quand même aller chercher au moins son secondaire puis tout. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas son secondaire 5, il ne faut pas penser que là, on ne peut plus rien faire. Puis, bien sûr. De la vente, ça ne prend pas en secondaire 5. Tu peux être un bon vendeur puis toucher des 6 chiffres, 7 chiffres facilement. Facilement, oui. Avec l'Internet aujourd'hui où il n'y a pas de frontières, du moment que tu sais comment mettre une bonne publicité, puis tu prends un produit que tu achètes sur, je ne sais pas moi, Best Buy, ou c'est pas Best Buy, mais à Alibaba, puis tu le revends dans le reste du monde, il y a de l'argent à faire, puis il n'y a pas de frontières. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est tellement facile. On est dans une terre d'opportunités. Tu viens de l'Haïti, moi je viens du Sri Lanka, tu sais à quel point c'est difficile dans nos pays. Donc, on vient ici, puis on est déjà, notre pourcentage d'opportunités, puis de chances pour réussir est tellement énorme comparé à l'Haïtien qui est en Haïti, au Sri Lankais qui est en Sri Lanka. Donc, ça, j'arrête pas de le dire, guys, on est tellement chanceux. Les gens tueraient pour avoir notre citoyenneté, pour avoir la vie qu'on a. Ouais. Puis nous, on se casse la tête pour l'hiver qu'on a, puis le froid qu'on vit, puis toutes ces choses qui sont tellement rien du tout si on compare à l'autre partie du monde. Je dis quasiment, des fois je dis l'argent traîne à terre. Il faut juste faire l'effort de se pencher puis il faut le ramasser. Puis on pense que c'est au sens figuré, mais ce que je veux dire par là, c'est que tu peux être aisé financièrement. On parle de vente. On parle avec des petites formations, des formations qui peuvent s'échelonner sur quelques mois. Ouais. Puis il faut juste que tu aies une certaine logique. Ouais. Tu me demandais tantôt, pour être inspecteur, c'est quoi les caractéristiques qu'il faut avoir. Mais c'est aussi simple que ça. Puis, oui, il faut que tu aies une base. Il faut que tu aies une base en bâtiment. Puis c'est même pas nécessairement une base, c'est vraiment avoir une certaine logique avec le bâtiment. Dès que tu es capable d'avoir ça, ben, tu peux faire de l'inspection. Il faut que tu sois curieux, il faut que tu le veuilles, il faut que tu aies une certaine discipline également, une méthodologie pour être capable de travailler tout seul ou en équipe. Il faut que tu sois capable d'avoir une certaine logique. Mais te dire que moi, j'ai vu des camionneurs devenir inspecteurs en bâtiment. Ouais. Ouais, du monde qui faisait... Ils étaient camionneurs pendant toute leur vie, puis finalement, ils se sont orientés dans le domaine du bâtiment. C'est quoi les raisons principales des gens, pourquoi ils viennent dans ton monde à toi? L'inspection, écoute, la manière que c'est vendu, là, le domaine, c'est un travail autonome. OK. La plupart du monde qui deviennent inspecteurs en bâtiment, souvent, c'est parce que ils veulent devenir travailleurs autonomes, ils veulent créer leur propre horaire. La réalité, c'est pas tout le temps ça, là. C'est pas aussi simple que ça, mais c'est souvent une seconde carrière. C'est rare que moi, je l'ai fait dès le départ, mais la plupart des inspecteurs que je connais, c'est souvent des secondes carrières. Donc, ils se sont orientés dans quelque chose dans leur vie, puis finalement, ils se sont rendus compte qu'ils aimaient moins ça, puis ils se sont réorientés au niveau de l'inspection. Oui, il y a l'horaire flexible, il y a le fait que tu sois autonome, il y a le salaire qui vient avec. Puis, tu sais, je mets moins l'emphase sur le salaire parce que les gens pensent que parce que tu es inspecteur, tout de suite, tu fais du cash. Mais la réalité, c'est que tu as un processus à suivre. Pour que ça commence à être payant, il faut que tu sois capable de créer une clientèle. Puis créer cette clientèle-là, il faut que tu sois capable de dealer avec cette clientèle-là. L'inspection, c'est beaucoup de psychologie. Tu deals avec de l'émotion, tu deals avec les êtres humains, tu deals avec des attentes. Fait que ça aussi, si tu n'es pas capable de gérer ça va être pénible. Il y a beaucoup d'inspecteurs là, qui ne font pas plus de 30 000 par année.
Ah ouais, hein? Il y en a beaucoup, beaucoup. C'est comme n'importe quoi, hein? Il y a beaucoup Ouais. de courtiers hypothécaires qui font à peine 50 000 par année. Il y a beaucoup qui meurent de faim. Ouais. En courtage immobilier également. Et il y a le 1%, le 20% et le 1% qui touche. Le 20% touche plus de 100 000. Le 1% touche plus de millions de dollars. Ouais. Tu vois? Ouais. Donc, dans le courtage, donc, C'est un domaine, je pense, qui est un peu comme ça. Un peu comme le courtage. Il faut que tu crées ta clientèle. Une fois que tu t'es démarqué, tu as bâti ta clientèle, tu as gagné la confiance des gens aussi. Fait que ça commence à pas s'automatiser, mais il y a un roulement plus confortable maintenant. absolument. C'est quoi avant de rentrer au revenu? Je vais pas te lâcher pour je suis un gars de chiffres. Vas-y. Mais on va faire passer intelligent un peu. C'est quoi la différence entre un évaluateur et un inspecteur? Ah oui, ça, en plus, j'en ai parlé dans un de mes posts que j'ai fait. Dans une de tes vidéos? Oui, une de mes vidéos. Ah non, ouais. oublie ça, on passe à la Non, mais c'est pas grave. Mais c'est important parce que ça revient souvent. Et puis, t'as pas idée combien de fois qu'on m'appelle, puis dit, oh, j'ai besoin d'une évaluation. Puis finalement, quand je pose les questions, puis je réalise que c'est pas une inspection que la personne a besoin réellement, c'est vraiment une évaluation. Donc, la différence des deux, l'évaluateur, il va mettre un prix. Dans le fond, il va donner une valeur à ton bâtiment en considérant qu'est-ce qui est là et en vérifiant aussi les comparables dans les alentours du même type de bâtiment. Moi, en tant qu'inspecteur, ce que je regarde, c'est vraiment l'état des composantes. Donc, je vérifie toutes les composantes au niveau, que ce soit de la structure, la fondation, la toiture, la plomberie, l'électricité. Puis, est-ce qu'ils ont un bon fonctionnement? Est-ce qu'ils sont brisés? Est-ce qu'ils sont désuets? Fait que c'est vraiment, je vais évaluer la valeur, excuse-moi. Je vais évaluer l'état physique des composantes du bâtiment et l'autre va vraiment l'évaluateur, il va mettre une valeur à ton bâtiment puis qui va se chiffrer. Là. Donc, c'est vraiment comme ton bâtiment, il vaut 500 000 parce que ça, il y a ça. Moi, je vais te dire, ton bâtiment est en bonne condition ou pas. Est-ce que l'évaluateur a besoin de connaître le côté inspection? Parce que lui, il va venir, une bonne partie des évaluateurs rentrent dans les lieux, puis des fois, je regarde dans le rapport d'inspection, ils disent, OK, cet immeuble nécessite 30 000 $ de rénovation. Mm-hmm. Ils mettent une valeur, tandis que toi, tu ne mets pas de valeur, tu mets juste les problématiques, puis tu rentres plus en détail. Mm-hmm. Est-ce que tu penses que qui a besoin de plus de connaissances? L'évaluateur qui veut bien saisir les problèmes ou l'inspecteur qui doit... Non, l'inspecteur n'a pas besoin nécessairement de savoir la valeur. Donc, ça répond à ma propre question, en fait. Mais encore là, c'est bien que tu amènes ça, dans le sens que l'évaluateur, lui, si je ne me trompe pas, il faut qu'il considère aussi, je te donne un exemple, un bâtiment, je ne sais pas moi, 1956, probablement, s'il y a encore des choses d'origine, la valeur, il faut quand même qu'il évalue que, mettons, la brique qui a déjà 60 ans, peut-être qu'il va avoir... il va peut-être avoir à le refaire à un moment donné. Puis ça peut peut-être affecter la valeur du bâtiment aussi. Fait que selon moi, il faut qu'il considère aussi l'état de certaines composantes. Il faut une certaine connaissance d'une inspection en bâtiment. Okay. Sous toute réserve. Ouais. Tandis que l'autre, l'évaluateur, tandis que toi, en inspection, tu n'as pas nécessairement besoin de savoir la valeur. Non. Parce que tu ne mets pas de prix dans les rapports. Exact. Maintenant, parlons des revenus. Ouais. En moyenne, donc tu m'as dit habituellement, ceux qui ne réussissent pas, ils font à peine 30 000 par année. Mais c'est quoi le cap que tu as vu avec un inspecteur? Puis c'est quoi les échelons? J'aime ça parler des échelons car dans n'importe quoi que je fais, dans n'importe quoi que je rentre, j'aime ça regarder 5, 10 pas en avant de moi. OK, je rentre comme inspecteur. Là, OK, je peux faire tel montant d'argent. C'est quoi la prochaine étape? Ouvrir une compagnie, avoir avec d'autres inspecteurs. Après ça, c'est quoi la prochaine étape? Ouvrir ma propre banque. C'est quoi la prochaine étape après ça? Donc, jusqu'au président du pays. il y a des emplois où il n'y a pas nécessairement d'échelon. Par exemple, tu prends une compagnie, tu travailles pour une compagnie, là, tu sais que tu ne peux pas faire plus que 100 000. Ouais. Parce que le meilleur fait 100 000, puis plus que ça, il faudrait que tu ouvres ta propre compagnie. Donc, pourquoi travailler 10-15 ans si tu ne progresses pas? Right? Makes sense. Donc, dans ton monde à toi, comment ça fonctionne? Écoute,
Pour de vrai, le salaire que tu vas te faire, je peux quasiment dire qu'il est infini dans le sens que ça va aller avec ce que tu développes. Moi, quand je suis rentré à l'école, là, ce qu'on m'avait vendu, quand tu deviens inspecteur en bâtiment, c'est que tu peux faire du 300 000 par année. À quel point c'est facile de faire 300 000 par année? Maintenant, la réalité, ça, c'est ce qu'on te vend à l'école, en théorie, mais ce qui arrive sur le terrain, on ne te dit pas qu'il faut que tu bâtisses une équipe. On ne te dit pas qu'il faut que tu bâtisses ta réputation. On ne te dit pas qu'il faut que tu sois assidu dans ce que tu fais, puis c'est un peu comme n'importe quel domaine. Maintenant, je vais me prendre moi comme exemple. Quand j'ai commencé l'inspection, j'ai fini l'école, j'ai été me faire 250 cartes d'affaires, puis j'ai commencé à passer mes cartes. OK. J'ai pas eu un appel. La première année, je pense que j'ai fait 12 000. La première année où est-ce que je me suis vraiment concentré. J'espère que tu étais à temps partiel. Hein? Ouais, mais j'étais à temps partiel. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'avais un autre travail. Tu sais, je veux dire, on l'avait dit, tu sais, commence pas, tu sais, quitte pas ton travail, puis lance-toi dans l'inspection, puis tout. Tu aurais pu, mais tu sais, ça aurait été un petit peu plus tard. Tu dois prendre encore des actions plus massives pour pouvoir... Exact. C'est que la première année, ça, je faisais 12 000. Après ça, la deuxième année, on parlait de 15 à 18 000. Si je me trompe pas, c'est 18 000 que j'ai fait. Puis après ça, progressivement, année après année, je commençais à faire des revenus un peu plus. Mais il a fallu que je m'y mette beaucoup plus, que je parle à beaucoup plus de gens, que je crée une clientèle, que je fasse mes suivis. Après ça, quand je commençais à faire des revenus intéressants, donc là, on parle du 60 000, 80 000 en montant, il a fallu que... Là, je me suis rendu compte aussi que à chaque inspection, ben oui, il y a un rapport. Il faut que tu consacres un temps aussi. Et tu ne peux pas avoir un roulement. Tu peux avoir un gros roulement puis mettre la même qualité. Il a fallu que j'ai une équipe. Fait que là, il a fallu que pour répondre à l'appel, ben, il y a d'autres inspecteurs. Il faut les former aussi. Fait que oui, tu peux faire un bon revenu. Puis c'est vrai que tu peux te faire du 300 000. Par contre, il faut que tu sois entouré. Il faut que tu aies une équipe. Il faut que tu aies une certaine discipline. Il faut que tu aies un encadrement. Il faut que tu aies un mécanisme derrière ton équipe aussi. Il faut que ça fonctionne bien. Puis c'est ça qu'on néglige un peu de dire à l'école. C'est qu'on donne le salaire, mais on ne dit pas le processus pour arriver à ce salaire-là aussi. Comme n'importe quoi. Comme toute école. Hein. Mais je te le confirme. C'est vrai que ça peut être assez payant. Là, assez payant. Avec un an d'études, un peu de skills en vente, en entrepreneuriat, en opération, on peut faire pour plus de 300 000. Maintenant, le pourcentage qui font 300 000. Il y a combien d'inspecteurs en bâtiment? Là, il faudrait que j'aille voir mes amis. Mais écoute, tu as demandé combien d'inspecteurs en bâtiment? As-tu une idée? Je sais qu'on parlait de, point de vue statistique, on parlait de pas loin de 500 inspecteurs seulement qui quittent 500 inspecteurs qui quittent l'école à chaque année. OK? Donc, les écoles produisent à peu près 500 inspecteurs par année. Maintenant, te dire, c'est à peu près 10 inspecteurs, tu en as peut-être 3 qui embarquent réellement, puis qui font ça, puis qui vont de manière assidue. Sur 10? Oui. À peu près une dizaine. Là, tu peux en trouver peut-être facilement 3 qui vraiment vont se lancer, puis qui vont faire l'inspection. Maintenant, sur ces 3-là, tu en as... Qu'est-ce qu'il y a? Écoute, ils finissent l'école puis ils quittent déjà? Oui, parce que, comme je te dis, il y a des choses qu'on ne t'apprend pas à l'école. Puis quand tu arrives sur le terrain puis tu le découvres réellement, là, tu fais comme, oh shit, c'est peut-être pas... Parce que, oui, on voit le salaire. Oui, on voit l'inspecteur qui est là puis qui inspecte la maison. Mais ce qu'on ne t'apprend pas à l'école, c'est que tu vas dealer avec le vendeur qui, lui, il veut vendre sa maison, puis il est attaché, comme il pense qu'il vend un château qui est en super bonne condition, puis qui vaut 600 000. Je dis n'importe quoi comme chiffre. Mais tu as aussi l'acheteur qui, lui, est bourré d'émotions, qui est en amour avec la maison, puis que là, il ne sait pas comment il va dealer avec... est-ce qu'il va avoir des problèmes? Comment il va dealer avec ces problèmes-là? Est-ce qu'on va trouver des problèmes de 50 000 ou bien ça va passer? Et tu as aussi les courtiers qui représentent les deux côtés, qui eux autres aussi sont en train de gérer une transaction, puis qu'il va falloir qu'ils aillent négocier par la suite. Fait que c'est un paquet d'émotions qu'une personne doit dealer. On ne te l'apprend pas à l'école. Aussi, je viens de penser à ça quand tu es sur le terrain. Il faut avoir une certaine énergie avec beaucoup de confiance
tu dois avoir le chest enflé là, quand tu fais une inspection. Tu ne peux pas avoir la tête baissée. Ah, non, non. Parce que les gens, ils vont voir comment tu agis, comment tu bouges, comment tu parles. Ouais. Oui, c'est exact. Puis, moi, je forme les inspecteurs. OK? Donc, souvent, puis ça a été mon erreur également, de voir un inspecteur qui se laisse intimider parce que le client ou le vendeur te dit « Moi, je travaille dans la construction ». Là, tu fais comme « Ah, OK, il va falloir que je surveille qu'est-ce que je dis ». Mais la réalité, c'est que n'importe qui travaille dans le domaine de la construction n'est pas inspecteur. Moi, je suis formé pour inspecter. Toi, c'est vrai que tu as peut-être une certaine connaissance, je dis n'importe quoi, là, au niveau de la brique, par exemple. Tu es un maçon. Mais la minute qu'on parle d'électricité, tu es dans le champ, là. Tu comprends? L'inspecteur doit connaître la maçonnerie, l'électricité, la plomberie, les toitures, les fondations. Donc, il doit connaître un ensemble. C'est sûr que ça reste en survol, mais il doit connaître un ensemble de toutes les composantes de la bâtisse. Fait que faut que tu sois confiant. Faut que en anglais on dit confident, en français c'est ça, confiant. Faut que tu sois confiant de qu'est-ce que tu vas donner. Hein? Confident. Ouais, ça c'est en anglais. Ça c'est en anglais. Confiant en français. Confiant, ok, ça. Faut que tu sois assez confiant de l'information que tu vas transmettre à ton client, puis être certain que tu t'en comprends. C'est là que l'aspect technique rentre en jeu. Faut que tu connaisses bien ta technique là, au niveau de la bâtisse. Fait que oui, ça peut être intimidant quand tu as moins de connaissances. Donc, c'est pour ça, au début, moi, je dis toujours, chaque inspecteur qui sort de l'école, ça devrait être un passage obligé, faire partie d'une équipe. Est-ce qu'il y a des formations continues Ouais. dans l'inspection que vous êtes obligé d'avoir, comme dans le courtage? Ouais, obligatoire, parce que chaque inspecteur doit faire partie d'une association. Ouais. Chaque inspecteur doit être membre d'une association qui va justement te donner cette formation continue-là. Puis là, on a des UFC là, qu'on accumule. On a des UFC qu'on accumule pendant l'année. Puis que la formation va te donner les mises à jour. Les mises à jour du domaine, les mises à jour au niveau du code, les mises à jour avec qu'est-ce qu'on regarde. Même point de vue légal aussi. Qui arrive aussi. C'est quoi? Avec les nouvelles technologies qui arrivent, les panneaux solaires, blablabla. Exact. Ouais. Fait que tu sais comment l'évolution, peu importe que ce soit au niveau du bâtiment, va affecter le code, va affecter... puis j'ai parlé du côté légal, mais parce qu'il faut quand même aussi qu'on ait une certaine connaissance du point de vue légal également, au niveau de l'inspection. On va encore, pour garder les gens allumés, mettre un peu d'épices. C'est quoi le pire état que tu as vu un immeuble? Genre? Le pire état? Oui, pire état. Oh my God. Te rappelles-tu tu étais entré dans un immeuble et tu te dis, wow, t'avais vraiment envie de vomir? Écoute, c'est déjà arrivé un quatreplex. Puis la manière que... je peux te nommer des problèmes, mais la manière que c'est plus simple de comprendre, là, pense à un problème dans ta tête, il l'avait. J'ai même pas besoin d'entendre, il l'avait. Il y avait tous les problèmes. Donc, la fondation était fissurée, il y avait de l'infiltration, puis tous les problèmes qui font peur à une banque. Tu avais de l'infiltration, tu avais de la moisissure, tu avais des affaissements significatifs au niveau. Tu sais, des fissures où est-ce que tu pouvais prendre une pile de cartes de crédit, mettons 4 cartes de crédit ensemble, puis tu pouvais le rentrer. Ouais, fais-moi signe quand dans des deals comme ça. Ah ouais, t'es sûr? On va démolir pour voir. Mais je pense que ça aurait été ça la solution. Ouais. La vraie solution. Ouais. C'est un quatreplex, puis honnêtement, c'est un rapport... Écoute, c'est un rapport garni. Ouais. T'as pris du temps pour le rédiger, j'imagine? Ben, écoute, il y avait tous les problèmes. Fait que donc, tu vas dans Search et tu vois, OK, ces problèmes, ces problèmes. Je les avais tous. Je les avais tous. Puis c'était... Puis, tu sais, des fois, ce que je fais comme réflexion, puis c'est là que tu vois que on est dans une société où est-ce qu'il y a vraiment du monde qui sont très malades. Dans le sens que, oui, tu vois, toi, tu as conscience que le bâtiment, il est dans un piteux état, mais c'est qu'il y a du monde qui habite là. C'est là que ça devient plus irritant. Tu sais que tu vois qu'il y a du monde qui habite là, qui élève leur famille là. Puis tu sais que juste à côté, il y a de l'infiltration, il y a de la moisissure. Le gars, la personne est tout le temps là,
dans ce Est-ce que type d'environnement-là? c'est plus un côté monétaire ou c'est du monde plus pauvre ou c'est plus un manque de connaissances? Parce que clairement, c'est pas santé, c'est pas bon d'être dans une place comme ça. Tu vois. Ouais. C'est pas bon pour la santé, en fait. Et, ben, les deux, parce que souvent, ces types de bâtiments-là vont se louer très, 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 très bas. Ouais. C'est des loyers très modiques, disons. Et puis, il y a aussi un manque de connaissances parce qu'il y a du monde que eux autres, je dirais, à un moment donné, ta santé, combien vaut ta santé? À combien tu vas chiffrer ta santé? Fait que si tu es au courant que ta santé n'a pas de prix, ben, même si c'est le loyer le plus modique. C'est quoi les 5 choses ou le plus de choses que tu devrais jamais voir dans un bâtiment pour éviter d'affecter notre santé? Par exemple, moi, j'ai vécu avec mes parents jusqu'à mes 24 ans, je dirais, 24, 25 ans. J'ai 29 aujourd'hui, donc ça fait seulement même 26. C'est un immigrant, right? Ouais. On vit plus longtemps. Et là, j'étais dans mon sous-sol. Puis là, je me suis fait dire, mon sous-sol, il comporte du tapis. Donc, tout le sous-sol est avec du tapis. Mais, tu sais, plus jeune, je passais une fois au mois comment on appelle ça? La balayeuse. La balayeuse, exactement, pour enlever la poussière. Ouais. Une fois par mois. Puis je me suis fait dire que, man, tu dois faire ça au moins une fois par semaine minimum parce que le tapis accumule la poussière, puis c'est pas bon pour la respiration. Les acariens, puis heureusement, j'étais jeune, donc tu sais, je suis encore bon, ça m'a pas affecté. Écoute, tu dois faire un test? La moisissure, là, c'est une fois que tu l'as respiré, on dit que c'est irréversible, là, les problèmes que ça cause. Là. Non. Je sais pas si tu fais de l'as, je sais pas si... Non, je respire fort, par exemple, quand je dors. Est-ce que tu as fait le suivi pour savoir c'était quoi la source de ça? J'ai fait un test complet de ma santé, puis j'ai rien. Mais non, on est fait fort, les Sri Lankais. Mais non, sans blague. Le tapis, pour moi, c'est un non. Je suis allé à Toronto la semaine dernière, puis j'ai vu toute une maison en tapis. Oh my God. C'est comme incroyable. Tu vois, comme ça existe encore des maisons avec des tapis. Oh, mais oui. C'est incroyable. Écoute, tout ce qui a rapport avec... Moi, là, je dis, dans un bâtiment, le pire ennemi, c'est l'eau. C'est l'eau, l'humidité. Donc, tout ce qui est en lien avec ça, déjà, ça devrait être quelque chose de contrôlé. Okay? Donc, tout ce qui peut produire de la moisissure, de l'humidité excessive, c'est des choses qui vont affecter ta santé comme direct. Puis tu vas le voir aussi au niveau des assurances. Dès qu'on parle d'humidité, de moisissure dans un bâtiment, ils sont très réticents. C'est quoi les problèmes? Je sais que tu n'es pas un docteur, tu n'es pas infirmier, mais c'est quoi les problèmes? Mais sûrement que tu as de la famille dans ce domaine. C'est une blague parce que c'est quand je suis dans les hypothèques, puis quand tu es un Haïtien ou Haïtienne, tu as toujours de la famille dans la santé. Tout le temps. Et puis je te le confirme. Je te le confirme. Mais alors... c'est quoi les problèmes que l'on peut avoir à cause de l'humidité? Écoute, c'est souvent relié aux problèmes respiratoires, aux problèmes pulmonaires. Il y a beaucoup de gens qui vont développer, mettons, on appelle ça l'apnée du sommeil. Oui. Tu deviens avoir des problèmes respiratoires, puis souvent, c'est comme... Tu sais, quand tu m'as dit que tu respires fort et tout, c'est pour ça que je me dis que tu as fait des tests, parce que tu ne sais pas nécessairement d'où ça vient, mais souvent, du monde qui sont exposés sur des longues périodes à la moisissure et tout. Puis les gens pensent que c'est des traces noires, c'est de la saleté et tout, mais c'est des champignons. C'est des champignons qui se promènent dans l'air, puis tu respires. Puis à un moment donné, ça vient t'affecter. Ça. Souvent, c'est relié avec les problèmes pulmonaires puis problèmes de respiration. J'ai un ami qui est dans la santé, il est inhalothérapeute. Donc, il aide les gens qui ont des problèmes de santé. Donc, il m'a souvent dit, voici les cas de patients qu'il a, puis du monde qui respire, qui arrête de respirer dans la nuit ou respire fort. J'ai fait un check-up avec ma situation, puis il m'a dit c'est rien de sérieux, mais garde un œil, tu vois. Okay. Mais si vous respirez fort, vraiment fort, ou vous arrêtez de respirer, ou les gens vous disent que vous arrêtez de respirer, allez-y voir mon ami. Shout-out à Saouli. Mais on peut continuer. Donc, je sais pas, des fois, si tu te rends compte. Moi, j'ai du monde qui m'appelle, puis
Ou des fois, je parle juste de même. Puis, tu as du monde qui vont toujours avoir... ils vont tousser, mais tousser dans le sens que c'est répétitif. C'est tout le temps comme ça. Comme, tu sais, les fumeurs, ils ont toujours un tic où est-ce qu'ils vont toujours avoir... Mais, à cracher, genre. Exact. Mais tu n'es pas fumeur. T'as pas de problème connu, mais tu tousses tout le temps. Mais ça aussi, c'est toutes des petites choses qu'on ne s'en rend pas compte, mais es-tu exposé à l'humidité excessive et à la moisissure? Il faut changer aussi le filtre, hein? Les filtres dans la maison. Dans un échangeur d'air. Ouais. Généralement, pas tous les bâtiments, mais la plupart des bâtiments plus récents, tu vas avoir un échangeur d'air. Personne ne sait à quoi ça sert. L'échangeur d'air, tout le monde dit « Ah oui, j'ai une machine, on m'a dit de le laisser fonctionner, et puis ils ne sont pas au courant qu'il y a un filtre. » L'échangeur d'air, lui, c'est celui qui permet d'avoir une circulation d'air dans la maison, mais aussi avoir une certaine qualité d'air. Une fois par année, il faut le nettoyer au complet, une fois ou deux. Au moins une fois par année. Une fois par année. Il y en a que c'est plusieurs fois. Mais toi, as-tu des animaux à la maison? Fais-tu beaucoup de cuisson? Est-ce que vous êtes beaucoup dans la maison? Moi, je donne toujours l'exemple de chez moi. À partir de 4-5 heures, tout le monde est à la maison. Moi, je fais partir mon échangeur d'air. Surtout en hiver, on est 4-5 personnes à la maison. Fait que dès que tout le monde est là, je le fais partir. Puis avant d'aller me coucher, je le ferme. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'activités. C'est là qu'on fait la cuisson. C'est là que les enfants sont là. Tout le monde bouge. Donc, l'air devient plus vicié. Mais garder cet air vicié-là puis le respirer tout le temps à long terme, pendant une semaine, pendant un mois, pendant un an, mais sans qu'il y ait de circulation, ça devient nocif. J'habite dans un condo, il y a comme un petit 4 boutons, là, je ne sais pas que ça sert à quoi. Donc, quand on cuisine, tu me conseilles d'allumer l'échangeur? L'échangeur d'air, Okay. tu le fais partir, tu vas chercher l'air extérieur, tu prends l'air de la maison, tu l'envoies à l'extérieur, puis tu le remplaces par de l'air frais de l'extérieur. Nice. Et ça se fait par le filtre. Il y a un filtre qui va filtrer cet air-là, qui va rendre l'air plus potable à l'intérieur. Et pourquoi tu ne me conseilles pas de juste garder toute l'année? Parce que tu ne veux pas non plus... Toi, je te donne un exemple en été. L'été, il y a de l'humidité à l'extérieur. Mais tu ne veux pas nécessairement amener de l'humidité dans la maison. Make sense. C'est pour ça que... Il n'y a pas de questions stupides, guys. Ah non, jamais. Jamais. Surtout quand on parle de bâtiments, là, jamais. Non, c'est ça. Fait que tu ne veux pas non plus être tout le temps dans cet air vicié-là. Okay. Et tu ne veux pas non plus ramener de l'humidité à l'extérieur. En été, c'est ça, l'humidité est beaucoup plus élevée. Quoi d'autre que tu me conseilles à éviter? Tapis, humidité, infiltration d'eau. Mais moi, c'est plus des petites négligences. Dans le sens que des fois, on pense que c'est des choses anodines. J'étais en inspection cette semaine, puis il y avait un locataire qui avait de l'eau qui coulait en dessous de son lavabo. Puis, c'est juste des petites gouttes. Ouais, mais ces petites gouttes-là, ça fait longtemps que ça coule. Fait que, je te dirais, les problèmes les plus dommageables pour la santé ont toujours un lien avec l'eau, l'humidité. Après ça, c'est plus les méthodes de construction de l'époque. Mais encore là, on parle plus soit avec l'intégrité du bâtiment ou bien le portefeuille. Fait que la santé est peut-être moins affectée à ce niveau-là, mais c'est la moisissure. Parlons de la moisissure. Ouais. J'ai aucune idée pour comment une moisissure développe. Okay. Puis deuxièmement, qu'est-ce que ça peut... comment que ça peut affecter la santé? Okay. J'avais de la moisissure dans mon sous-sol, là, juste sur le côté de mon lit, là. Puis, je pense que j'ai vécu assez longtemps là-dedans. Oh. Alors, non, je vous dis, là, guys, j'ai pas de problème de santé, mais on est fort. On est fait fort, mais c'est pas tout le monde qui est fort. Dis-moi, c'est quoi la moisissure? Comment ça peut affecter la santé? Okay. Ce qu'on appelle la moisissure, c'est un champignon. Right? C'est un champignon. Donc, tu parlais tantôt l'air où il y a les champignons qui se... Dans le fond, dans l'air. C'est un champignon qui, lui, a besoin d'être dans un environnement propice pour se développer. Right? Le salaud. Fait qu'une fois qu'il se dépose dans un endroit qui va avoir peu de ventilation d'air, donc il n'y a pas de circulation d'air, donc de l'air stagnant, dans un endroit où est-ce qu'il va avoir des composantes organiques, donc soit du gypse, du bois, du papier, du plâtre, donc tout ce qui va être organique, puis une certaine température, il va finir par se développer. Donc, la moisissure, tu n'en verras jamais se développer là sur un morceau de table ici. Mettons, tu mets un champignon là, il ne va pas se développer parce qu'il y a une circulation d'air, il y a de la lumière. Est-ce que les gens toxiques peuvent développer la moisissure? Les gens... Ça commence à être drôle, là. T'as un message à faire passer à quelqu'un?
Bon, on continue. Fait que c'est ça. Fait que, ça prend un certain environnement pour que ça se développe. À la base, c'est un champignon. Puis comme tout champignon, ben, quand il est dans un environnement, il va se reproduire. Puis à ce moment-là, lui, il émet d'autres petites particules qui continuent à se développer aussi. Donc, ils se multiplient. Puis c'est là que tu vas avoir différents types de champignons, dont ceux qui peuvent être nocifs pour la santé. Okay? Donc, tu peux avoir des champignons là, qui sont là dans l'environnement. Mais tant qu'il n'est pas mais quand je dis l'environnement, dans l'air, qu'on respire sur une base régulière, mais qui est sans incidence pour notre santé. Mais quand il se développe avec des composantes organiques, à ce moment-là, il peut devenir problématique, il peut devenir toxique. Tantôt, on parlait de la poussière dans le tapis. À quel point la poussière est inévitable? C'est quoi? C'est la peau morte? C'est toutes sortes de conseils. Ça peut être des petits tissus, ça peut être la peau morte. Est-ce que la poussière, c'est aussi dangereux que la moisissure? Écoute, encore là, je vais être prudent dans ma réponse, là, mais je pense que c'est peut-être pas aussi problématique que la moisissure, parce que la moisissure, c'est plus organique. Puis c'est comme c'est des organismes, dans le fond, c'est vivant. Ouais. Tandis que la poussière, ça peut être un bout de tissu. Là. Ça peut être un bout de tissu décomposé en petites particules fines. Fait que maintenant, te dire, est-ce que c'est plus dangereux? Selon moi, non. La poussière est peut-être moins dangereuse que laissez dans les commentaires si vous êtes spécialisé ou expert en poussièrerie, whatever. Si vous trouvez que la poussière, ça peut être... Mais je pense que vu que c'est un champignon et que c'est vivant, ça peut attaquer l'organisme peut-être de manière plus significative que de la poussière, par exemple. Parfait. Y a-t-il quelque chose d'autre que tu t'aimerais rajouter? On a fait plus de quoi? Combien de temps qu'on a fait, les gars? 1 heure? Ouais, on a fait quand même 1 heure. On a fait le tour un peu, plus la technicalité, autant comment rentrer dans le domaine, comment se préparer pour faire une inspection, quoi éviter, quoi regarder. On a fait quand même le tour. C'est ça l'objectif aujourd'hui du podcast. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Y a-t-il quelque chose que tu aimerais rajouter, Jean-Philippe? Ouais. Comme je te dis, il y a souvent, les gens vont poser des questions au niveau du domaine et tout. C'est pas un domaine qui est mystérieux ou qui n'est pas accessible à personne. Moi, je dis juste qu'il faut rentrer dans ce domaine-là pour les bonnes raisons. Absolument. Rentrer dans ce domaine-là pour les bonnes raisons. Faut que tu aies à cœur oui, le bâtiment, premièrement, mais aussi les gens qui prennent ce service-là. Tu comprends? Fait qu'il ne faut pas oublier que tu vas toujours dealer avec l'humain. Tu vas toujours dealer avec l'humain, tu vas toujours dealer avec des émotions. Fait que si tu vas de manière plus transactionnelle, tu vas trouver ça pénible. Si tu n'aimes pas les bâtiments, il y a un gros problème. Exact, dès le départ. Tu n'es pas curieux, tu n'es pas une personne qui aime savoir quelque chose que tu ne sais pas. Ce n'est pas un bon domaine pour toi. Exact. Si tu es awkward avec les gens ou tu as une certaine malaise à parler, tu n'aimes pas les gens, tu aimes ça rester devant un ordi, ce n'est pas pour toi. Peut-être travailler pour Jean-Philippe, peut-être faire des rapports parce qu'il en a besoin. Écoute, l'équipe, je dis pas non pour monter une équipe. Oui, présentement, tu es en voie parce que tu avais une équipe dans le passé. Exact. Là, tu recommences une autre équipe. Dans le fond, là, je repars. J'ai pris du recul et tout, bâtir un peu, me restructurer et tout. Puis, je suis conscient que ça arrive un certain... Il y a certaines choses que j'ai appris avec le temps, qu'avec un certain roulement, il faut une équipe. Fait que oui, je bâtis une équipe, je veux avoir d'autres inspecteurs que je vais être capable de me dupliquer à travers eux. Tu te vois où dans 10 ans ou 5 ans? 10 ans, c'est trop loin. 5 ans, peut-être. 5 ans, je te dirais, point de vue entreprise, encore là, oui, avoir d'autres inspecteurs qui sont capables de faire la même chose que moi sur le terrain, mais aussi être capable de développer d'autres secteurs au niveau de l'inspection de bâtiments. Donc, je regarde beaucoup pour le commercial. Donc, quand je parle des échelons, je parle de ça. Okay. Commercial, ça c'est industriel. Oui, commercial, industriel. Ça, c'est un secteur qu'on faisait avant, mais que faut avoir une certaine structure, puis la clientèle est différente aussi, donc faut vraiment, l'approche doit être différente. Fait que, oui, je dirais, dans une marge de 5 ans, le commercial doit être sur place, doit être fonctionnel. Côté personnel? Personnel. Plus d'enfants? Ouais. Plus d'enfants? Okay. Oui, j'aimerais ça. C'est sûr que
C'est juste un petit faut, pièce que j'ai pris. faut regarder avec la patronne. Mais oui, j'aimerais ça avoir plus d'enfants. Là, présentement, j'en ai 2. Pour de vrai, moi, mon rêve, ça serait d'en avoir 6. 6? Ouais. My God. Mais écoute, je suis réaliste aussi. Pourquoi 6? Écoute, j'ai grandi avec une grande famille. Ouais. Puis je trouve que en tant qu'être humain, c'est ce qu'on peut léguer à la société. C'est un peu ce qu'on peut, dans le sens que tes enfants, c'est un peu, selon moi, la raison pour laquelle on est au monde. C'est d'être capable à travers, de te reproduire à travers d'autres êtres humains. Puis, si ces êtres humains-là sont capables de grandir puis de faire quelque chose de grand pour la société aussi, je pense que c'est un bon legs. C'est un bon legs. Fait que, tu sais, j'ai grandi à travers une grande famille, puis c'est toujours quelque chose que j'ai toujours voulu reproduire également. Absolument. Ouais. Est-ce que tu es un lecteur? Audio. Audio, OK. Ouais. C'est quoi ton meilleur livre que tu recommandes? Moi? Ah ouais. Écoute, mon mentor à moi, c'est Robert T. Kiyosaki. Oh, j'ai rencontré à Miami l'année passée. Nice. Ouais, j'ai une photo avec lui. Wow! Ouais. Lui, on parle de Père riche, Père pauvre, mais il y a un livre que moi, que personne ne parle pas, puis je trouve que c'est de loin meilleur que Père riche, Père pauvre. Ouais. C'est Le Cadran du cash flow. Ah, il y a lu, ouais. Tu l'as lu? Ouais. Écoute, moi, ce livre-là m'a amené dans un autre niveau. Cadran du cash flow. Ouais. C'est comme la suite du Père riche, Père pauvre, Oui. mais moi, c'est un livre que si tu as lu Père riche, Père pauvre, faut tout de suite que tu ailles lire. Très bon livre, guys. Cadran du cash flow. Et il n'y a pas d'excuse, vous pouvez même l'écouter, en audio sur Audible, puis il y a d'autres systèmes. Puis j'aille lire. Hein. Ah oui? J'aille lire. Bon. Moi, pas ça. Moi, j'ai pas le temps de lire, donc j'écoute. Exact. Moi, c'est la même chose. Fait que depuis, je te dirais, les 5 dernières années, j'ai lu des tonnes de livres de manière audio. Meilleure citation que tu aimes dire, chaque fois que tu le dis, ça te fait réfléchir. Et c'est genre un proverbe que tu donnes aux autres. Non, j'en ai pas. Des citations. Écoute, moi, je suis plus... fais ce que t'aimes. Fais ce que t'aimes, puis aime ce que tu fais. Dans le sens que, tu sais, je ne suis pas un philosophe comme si mais tu sais, j'ai compris avec la vie que quand tu fais quelque chose que tu n'aimes pas, tu vas être malheureux. Puis même si c'est super payant, même si c'est super gratifiant, si tu n'aimes pas ça, là, puis tu sais, je te disais tantôt que j'ai fait l'inspection à temps partiel. J'ai travaillé au ministère du Transport. Tu sais, c'était quand même bien payé puis tout, mais j'aimais pas ça. Fait qu'à chaque fois que je rentrais là-dedans, je rentrais à reculons. Fait que, là, après ça, je me suis dit, regarde, plus jamais, je vais rentrer dans quelque chose que je n'aime pas, que j'aime pas faire, que ça va être pénible de le faire, même si c'est super payant, même si je ne vais pas le faire. Absolument. Et pour finir, si on devait reculer en arrière, il y a 20 ans, quand tu avais 20 ans, oups. Et là, tu devais donner un conseil au jeune Jean-Philippe pour quelqu'un qui commence une carrière professionnelle et qui rentre dans la vie d'un adulte. C'est quoi le conseil que tu donnes? C'est quoi le meilleur conseil? Tu peux remonter en arrière, reculer en arrière, puis un petit conseil ou 2 petits conseils au jeune Jean-Philippe qui rentre dans ce monde. La lecture. Confiant. La lecture. La lecture? Ouais. Okay. Moi, ça a été quelque chose que toute ma jeunesse, comme je te dis, je déteste lire. Parce que moi, je me disais, lire les livres, là, vraiment la lecture, j'aime pas ça. Puis, l'évolution, ma meilleure évolution a été une évolution personnelle que j'ai dû aller chercher. Donc, puis j'ai été le chercher à travers les livres. J'ai lu beaucoup de livres de développement personnel, j'ai lu beaucoup de livres sur les finances, sur du développement financier et tout. Et je te parlais de Roberto Kiyosaki, qui est pour moi un mentor qui m'a fait connaître beaucoup d'aspects de la société, puis des finances, de l'immobilier et tout.
avoir su ça à 20 ans, peut-être qu'aujourd'hui, je serais dans un autre niveau. Mais à l'époque, c'est pas ça qui m'intéresse. Absolument. Ouais, c'est sûr que même à l'école, on nous lance des livres qui ne nous intéressent pas. Donc, on devient désintéressé à lire plus que ça, tu vois. Exact. Parce qu'ils ne nous poussent pas à lire pour lire des choses qu'on aime. Ils nous poussent à lire des romans qu'on n'a pas envie de... Devenir qu'est-ce qu'ils ont besoin qu'on devienne. Exact. Ouais. Bref, Jean-Philippe, merci beaucoup. Ça a été toute une conversation pertinente. J'ai vraiment aimé ça, j'ai vraiment appris. J'aime ça inviter du monde où j'aime passer du temps avec eux, qui piquent ma curiosité. Donc, j'ai fait le podcast parce que j'aime faire le podcast, tu vois. Non, c'est vrai, man. Sinon, on est rendu à une centaine d'épisodes avec tout ce que je fais. C'est impressionnant. Je vais voir ton affaire. Merci. Plus de 5 ans que je fais des vidéos. Donc, c'est parce que j'aime faire ça. Ouais. Et en même temps, ça me permet de développer des relations, d'apprendre à connaître les gens, puis aussi apprendre des nouvelles informations. Plus d'informations que tu as, plus d'argent que tu fais, plus tu as des connaissances, plus tu peux avancer plus vite dans la vie. Donc, sur ce, guys, si vous voulez contacter Jean-Philippe, vous allez avoir toutes les informations dans la vidéo et dans la description. Si vous avez besoin d'un inspecteur, un bon inspecteur qui vulgarise l'information comme il faut, Jean-Philippe, c'est la personne. Faites-moi confiance. Je référerai sans problème, sans hésiter. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et au prochain épisode. Alright tout le monde, j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Pour plus de contenu, cliquez la vidéo ici ou ici. Et surtout, guys, si vous voulez me remercier, n'oubliez pas de commenter, liker, partager et surtout abonnez-vous à ma page pour que j'amène encore plus de contenu uniquement pour vous.